Mon pays natal, la Russie, aime se faire passer pour un contre-modèle culturel face à l'Occident. Il insiste aussi volontiers sur nos différences, tout en revendiquant des valeurs authentiques et traditionnelles. Fin septembre, des stars venues de pays alliés de la Russie participeront à Moscou au concours Intervision de la chanson. Cet équivalent russe du concours Eurovision n'est qu'une tentative de plus pour instrumentaliser politiquement la musique pop. Dans sa lutte pour gagner en influence, la Russie mise autant sur la violence, l'argent, que sur la musique. Mais ce cocktail est-il vraiment efficace ? Bonjour, je m'appelle Yevgenia Zobnina, je suis journaliste et je viens de Russie. Enfant, nous étions tous dingues de cette chanson. En 2003, le groupe russe Tattoo a captivé le public de l'Eurovision. Sur scène, ces deux jeunes filles timides avaient créé la sensation en faisant croire qu'elles étaient lesbiennes. Plus de 20 ans plus tard, la Russie a bien changé, et c'est le moins qu'on puisse dire. En raison de sa guerre d'agression en Ukraine, la Russie a été exclue de plusieurs compétitions internationales telles que les Jeux Olympiques, la Coupe du Monde de football et bien sûr l'Eurovision. Pour le Kremlin, il était donc nécessaire de se lancer dans d'autres concours. Говорит и показывает Москва. Международный музыкальный конкурс «Интервидение». Que savons-nous du concours Intervision 2025 ? Tout d'abord, ce grand spectacle aura lieu le 20 septembre à Moscou. La Russie a ainsi déclaré « Nous sommes prêts à accueillir toutes les nations du monde, indépendamment des frontières politiques et géographiques ». Pour l'heure, une vingtaine de pays a répondu présent à cet appel, notamment quelques membres des BRICS et d'autres États amis de la Russie. Nous savons déjà quels artistes représenteront le Kazakhstan, l'Égypte, le Venezuela, le Qatar, Cuba, le Vietnam et la Serbie. L'intervision se définit comme une scène ouverte au monde entier. D'après les organisateurs, aucune censure politique ou artistique n'y sera pratiquée, contrairement à l'Eurovision. Le premier concours Intervision a vu le jour dans les années 1960. À l'époque, cet événement était organisé par les pays de l'ancien bloc de l'Est. Aujourd'hui, les propagandistes russes clament haut et fort que ce spectacle international sera bientôt de retour en Russie. Sauf qu'il n'a jamais eu lieu en Russie. Et non, l'Intervision n'a jamais été organisée à Moscou. Le concours Intervision s'est d'abord déroulé pendant plusieurs années en Tchécoslovaquie, puis en Pologne. L'Union soviétique y a certes participé, mais sans jamais l'avoir initié. À l'époque, l'Intervision était une véritable fenêtre sur l'Europe pour les habitants des pays de l'Est. Car l'origine géographique des participants ne se limitait pas au bloc communiste. Plusieurs artistes occidentaux ont pu y participer, comme ce chanteur représentant la Belgique, lors de l'édition 1979 organisée à Sopot, en Pologne. Et vive les artistes qui n'ont pas de nom, vive les lampistes, si peu réalistes. Puis, sur la même scène, un groupe espagnol. L'Intervision a vu le jour dans un contexte de dégel politique marqué par un rapprochement entre les blocs de l'Est et de l'Ouest. Mais cette année, le Kremlin organise sa propre édition du concours tout en menant une nouvelle guerre froide contre l'ensemble du monde occidental. La Russie sera représentée par le chanteur favori des propagandistes, Shaman. Son tube « Je suis russe » est le parfait exemple du soft power à la sauce Kremlin. Par contre, il y a de fortes chances que sa nouvelle chanson pour l'Intervision ne connaisse pas le même succès.
Le premier État à avoir accepté l'invitation de l'Intervision n'est autre que la Biélorussie. Ce pays est d'ailleurs également exclu de l'Eurovision depuis 2021, suite aux persécutions commises par le régime de Loukachenko envers ses opposants politiques et les journalistes indépendants. La participante biélorusse à l'Intervision, Nastia Kravchenko, place de grands espoirs dans ce concours qui sera enfin, selon elle, un spectacle digne et respectable et non un freak show. J'ai pas envie de voir des hommes aux cheveux longs chanter sur scène, avec des talons hauts et des barésilles. Ça suffit, les trucs bizarres. En tout cas, je suis certaine que ça se produira pas à l'Intervision. Le niveau sera très haut et prouvera à l'Eurovision qu'il est tout à fait possible de créer un spectacle cool et coloré sans avoir recours à des armes inappropriées. Nous avons pu nous entretenir avec le trio Nomad, un groupe du Kyrgyzstan qui représentera lui aussi son pays à l'Intervision. Je m'appelle Azat Raimberdiv. Moi, c'est Bek Israilov. Et moi, Minjachar Mourjaïev. Notre chanson sera à moitié en kirghize et l'autre moitié en russe, pour marquer notre respect envers le pays hôte. Dans ce morceau, on parle d'un amour fort et universel, d'un sentiment qui unit toute l'humanité. Et ce, peu importe votre nationalité, votre pays d'origine, votre couleur de peau ou votre religion. Chaque fois que je regardais l'Eurovision, j'avais envie d'y participer. Mais comme le Kyrgyzstan se trouve en Asie, c'était impossible. Chanter là-bas ne pouvait être qu'un rêve. Et lorsqu'on a entendu parler de l'Intervision, j'ai compris que ce rêve pouvait devenir réalité. Qui remportera l'Intervision? Eh bien, le vainqueur sera choisi par un jury de professionnels. Et le public ne pourra pas voter, histoire d'éviter les imprévus. En fait, les deux chanteuses de Tattoo se portent très bien. L'une d'elles a rejoint le parti pro-Kremlin Russie Unie. Tandis que l'autre s'est produite sur scène dans les villes occupées de Donetsk et de Louhansk. Récemment, le groupe s'est même reformé et a célébré cet événement en donnant un concert en Crimée annexé. À l'heure où Moscou se prépare au concours Intervision de la chanson, l'Ukraine subit les frappes russes les plus violentes depuis le début de la guerre. Ces dernières semaines, la Russie a même massivement attaqué Kiev et d'autres régions du pays à l'aide de drones et de missiles pour tenter de saturer le système ukrainien de défense aérienne. Les habitants de Kherson, dans le sud de l'Ukraine, vivent dans la terreur. Cette ville, située sur la rive droite du Dniepr, a certes été libérée, mais les forces armées russes contrôlent toujours l'autre rive du fleuve. Dans cette région, les attaques de drones sont quotidiennes, en particulier près du Dniepr. Le secteur a même été classé zone rouge et s'avère très dangereux. Les militaires russes y traquent les civils en utilisant de petits drones de type FPV, capables de larguer des charges explosives. Un après-midi d'août 2024, Petro et sa femme Tatiana ont traversé la banlieue d'Antonivka à bord de leur fourgonnette blanche. Ce couple était propriétaire d'une épicerie. Sur le chemin du retour, ils ont été pris pour cible par un drone russe. Une charge explosive a alors été larguée juste au-dessus du siège passager de leur véhicule. Petro est mort peu de temps après à l'hôpital, mais sa femme Tatiana a survécu. La vidéo de cette attaque a été publiée sur une chaîne Telegram proche de l'armée russe et a depuis été authentifiée par l'organisation Human Rights Watch. Selon l'administration militaire locale, les drones FPV ont déjà fait 135 victimes à Kherson et plus de 1400 blessés. Ça fait 2 ans que je me rends régulièrement à Kherson pour photographier la ville et le quotidien de ses habitants. Depuis la libération, il y a des bombardements russes quasiment tous les jours.
Depuis ma dernière visite, la fameuse zone rouge s'est encore étendue davantage en direction du centre-ville. Je m'appelle Igor Tchorny et je suis bénévole à Kherson au sein de l'organisation humanitaire Silnibovilny, fort parce que libre. En tant que natif de Kherson, j'ai voulu aider notre ville et ses habitants. J'ai voulu leur montrer qu'ils ne sont pas seuls et qu'on fait tout notre possible pour les aider. Chaque jour, il y a des destructions, des cadavres et de la souffrance humaine. Chaque jour, des civils meurent et des enfants aussi. Mais peu de gens s'en rendent compte. Si vous ne vivez pas ici, vous ne pouvez pas comprendre. Kherson souffre, brûle et saigne un peu plus chaque jour. Presque tout le monde s'en fiche, et ça, c'est peut-être ce qui est le plus douloureux pour nous. Il y a des drones partout ici. On dirait presque qu'ils se sentent chez eux. Notre sécurité s'est fortement détériorée ces derniers temps. Le centre-ville est constamment attaqué par des drones. On a beau essayer de les abattre, les assauts se multiplient. Malheureusement, il existe très peu de protection efficace face aux drones. On va où maintenant? On va en direction de l'hôpital pour aller chercher l'oncle Valérie. Avant, il vivait dans le village de Nikolske. On va l'emmener dans un hébergement d'urgence et réfléchir à un moyen pour le reloger. Ça a été très difficile de l'évacuer à cause des drones. Je vous ai acheté de l'eau minérale. Ça tombe bien, j'en avais plus. Voilà l'eau. Il n'y avait plus de pirochki. Alors je vous ai pris un croissant au salami. Et aussi un chausson fourré à la viande. Un drone nous a foncé droit dessus et il a largué des explosifs. Ma maison a été détruite et l'onde de choc m'a projeté contre un mur. Voilà. Ensuite, j'ai failli mourir de froid et de faim. Pendant un mois, je me suis nourri que de pâtes sèches. Je les broyais avec un caillou. Je les mâchais et buvais de l'eau de pluie pour que ça passe. Voici le mode d'emploi de son respirateur. Alors, mon oncle, comment vous vous sentez? Je suis en pleine forme. Pourquoi? Faut qu'on tabasse ou qu'on tue quelqu'un? Je pourrais lui tirer dessus. Les doigts dans le nez. Je sais pas s'il s'en remettra, ni ce qu'il adviendra de lui. Souvent, les gens perdent leur maison, leur logement, et n'ont plus rien du tout. On leur a tout pris. Et malheureusement, de nombreuses personnes ont aussi perdu leur famille. Aujourd'hui, elles se retrouvent seules et ne savent pas comment survivre, ni vers qui se tourner pour obtenir de l'aide. Non, vous inquiétez pas, je vais pas tomber. Et si ça arrive, je saurai me rattraper. Doucement. Mais m'asseoir, ça c'est difficile. Prenez appui sur la table. J'ai pas besoin de ça. Voilà. Ça fait du bien.
Les drones russes représentent un danger pour toute la ville. Certains habitants, dont Tetiana, une juriste, en ont déjà fait les frais. Ça s'est passé un mercredi matin. Comme d'habitude, j'étais chez mon voisin pour nourrir son chien. En rentrant chez moi, j'ai entendu le bourdonnement d'un drone. J'ai continué à marcher, mais le drone m'a suivi. Je sentais qu'il descendait dans ma direction. Alors j'ai levé la tête et je l'ai vu à seulement 4 mètres au-dessus du sol. Et puis j'ai entendu un bruit sourd. Et tout ce dont je me souviens, c'est qu'en rouvrant les yeux, ma jambe droite était toute tordue et déformée. Aujourd'hui, j'ai peur de me promener dehors. Quand je dois traverser une place ou un espace ouvert dans Kherson, ça me terrorise. Je m'appelle Anya, j'ai 20 ans et je vis à Kherson. Moi aussi, j'ai déjà dû fuir face à un drone. À chaque fois que ça arrive, c'est très effrayant. Et on ne sait jamais si le drone va nous attaquer ou s'il est simplement là pour nous surveiller. En tout cas, quand on en voit un, il faut partir en courant et surtout ne pas se coucher par terre. Ou rester sur place. Aujourd'hui, on s'est habitué à cette situation, même si c'est toujours très effrayant de tomber nez à nez avec un drone. Ça fait tellement peur qu'on en tremble encore plusieurs jours après. Quand on circule dans Kherson, on ne sait jamais si on atteindra son but, ni même si on restera en vie. Si Kherson continue de résister, c'est grâce à ses habitants. Mais ils ignorent ce que l'avenir leur réserve. En revanche, ils savent que s'ils partent, leur ville cessera d'exister. Quelques jours seulement après la déclaration de guerre de Vladimir Poutine, l'Ukraine et la République de Moldavie ont déposé leur candidature pour adhérer à l'Union européenne. Depuis, les négociations sont en cours. L'actuelle présidente de la Moldavie, Maia Sandu, défend clairement une ligne pro-européenne. Pourtant, il n'est pas certain que son parti, le PAS, remporte à nouveau la majorité lors des prochaines élections législatives qui se tiendront fin septembre. Une partie de la population moldave reste insatisfaite de son gouvernement, car le gaz fourni auparavant à bas prix par la Russie a fortement augmenté. Aujourd'hui, Moscou tente par tous les moyens de détourner la Moldavie de sa trajectoire européenne, et ce, à grand renfort d'argent et de désinformation. On assiste depuis à une avalanche de fake news sur Telegram, tandis que plusieurs politiciens moldaves pro-russes réclament à Moscou des tarifs plus avantageux sur le gaz. Le plus célèbre d'entre eux n'est autre qu'Ilan Shor, figure clé d'une vaste fraude perpétrée en 2014 et qui a fait disparaître près d'1 milliard de dollars de 3 grandes banques moldaves. Ilan Shor a depuis été condamné à 15 ans de prison, mais il a réussi à s'enfuir à Moscou, d'où il continue de faire de la politique. Ma position politique est claire. Le seul salut possible pour la République de Moldavie est une alliance avec la Fédération de Russie. Le résultat de ces élections législatives sera déterminant pour l'avenir de la Moldavie. Enquête à Chisinau, la capitale du pays. Ce que je trouve formidable dans ma ville, c'est que l'ancien et le nouveau se côtoient un peu partout. Par ancien, j'entends la vieille mentalité et l'architecture soviétique.
Et par nouveau, j'entends la nouvelle énergie de la jeune génération et tous ces lieux incroyables qui voient le jour. Tout ça, ça se passe en ce moment à Chisinau. Et à mon sens, cette synergie vaut la peine d'être documentée. Bonjour, je m'appelle Daniel Bilic, je suis né et j'ai grandi à Chisinau, en Moldavie, et je suis photographe. Je me considère surtout comme un photoreporter. Je prends par exemple des clichés de scènes que je vois dans la rue. Et je réalise aussi des reportages photos lors d'événements politiques. Le 28 septembre, ce sera mon anniversaire. Mais il y aura aussi des élections législatives en Moldavie. Et maintenant que notre pays est enfin sur le point de se libérer de l'influence post-soviétique, j'ai l'impression que la Russie va tout faire pour l'en empêcher. Je suis Mariuța Nistor, reporter d'investigation pour le journal Ziarul de Garda. J'enquête sur la corruption, la propagande et l'influence russe en Moldavie. L'an dernier, j'ai publié une enquête intitulée « Au service de Moscou ». J'y montrais comment la Fédération de Russie a tenté d'influencer les élections présidentielles de 2024 et le référendum moldave sur l'intégration à l'Union européenne, entre autres en achetant des électeurs. Pour cette enquête, j'ai choisi le pseudonyme d'Anna Nastas et je me suis infiltrée parmi les partisans d'Ilan Shor. Si t'es honnête, on t'acceptera dans notre équipe. Mais j'espère que c'est pas la police qui t'envoie. On a une nouvelle dans l'équipe. Comment tu t'appelles? Nastas. Nastas. Oui, c'est ça. J'ai proposé à la rédaction de mon journal de prouver que les personnes qui manifestent contre le gouvernement sont payées pour le faire et n'agissent en aucun cas par conviction personnelle. À partir d'août 2024, vous recevrez chacun 150 € par mois pour votre engagement militant. On vous en avait informé, non? Ah non? Eh bien, je vous l'annonce. Dès le mois d'août, vous toucherez 150 € par mois. Ils rémunèrent des gens pour les fidéliser. Et ensuite, ces gens votent aux élections présidentielles, législatives ou au référendum et font exactement ce que Moscou leur dit de faire. Retenez bien qui on soutient. Compris? Valentin vous chuchotera tout à l'heure le nom du candidat qu'on soutient. Parce que nous, on n'a pas le droit de le faire. La Russie présentera ses propres candidats aux élections législatives de cette année. Et pour les faire élire, elle ne se contente pas d'acheter des voix. La Russie agit aussi à grande échelle sur plusieurs réseaux sociaux comme TikTok, Telegram, Facebook et Instagram. Certaines personnes iront donc voter en échange d'argent, mais d'autres seront tout simplement manipulées. Elles ne toucheront rien du tout. Mais elles voteront exactement comme Moscou le souhaite, grâce à toutes sortes d'astuces et de fausses informations diffusées sur les réseaux sociaux. Nous voici au centre-ville de Chisinau. Dans quelques instants, Maia Sandu, la présidente de la République de Moldavie, va accueillir Ursula von der Leyen et Antonio Costa. Je pense que l'Union européenne va envoyer un signal clair en montrant qu'elle soutient le gouvernement pro-européen de Maia Sandu, actuellement au pouvoir en Moldavie.
Les déclarations officielles qu'on vient d'entendre étaient très optimistes. Il a été dit que la place de la Moldavie était au sein de l'Union européenne, ce qui, à mon sens, est un message très fort. Je pense que les représentants de l'Union européenne étaient sérieux. Avec tout le respect que je dois au peuple géorgien et à son combat, je pense que la Moldavie est beaucoup plus proche du but. Salut, je m'appelle Anna Popa. Je suis une activiste et je vis à Chisinau, en Moldavie. Ces dernières années, j'ai lancé de nombreuses initiatives locales. J'ai passé une grande partie de mon enfance chez ma grand-mère, dans un village de Moldavie. Ici, dans la capitale, on pense souvent que tous les Moldaves vivent comme nous. Mais la réalité est bien différente. Les personnes qui vivent en milieu rural sont les plus touchées par la situation économique du pays. Et elles ne sont probablement pas assez écoutées et restent incomprises. Ça fait des années qu'on nous bassine avec l'Union européenne. Et quel est le résultat? Jusqu'à présent, rien n'a changé. Il n'y a que la pauvreté qui augmente. Ici, beaucoup de retraités ne vivent qu'avec le strict minimum. La situation est vraiment très difficile. Je me fais aucune illusion en ce qui concerne l'Europe. Ils ont eux aussi leurs problèmes et leurs pauvres. Moi, tant que je serai en bonne santé, je continuerai à travailler. Parce qu'ici, on peut compter que sur soi-même. L'Europe ne nous nourrira pas. Les Russes l'ont pas fait. Alors les Européens le feront pas non plus. Montrez ça à Maya Sandu. Qu'elle voit que je suis pas une fainéante. À votre avis, est-ce que la Moldavie devrait rejoindre l'Union européenne? Absolument. Sans aucun doute. Moi, je voterai à nouveau pour le PAS, le parti pro-européen. Vous savez, nous sommes nés en Union soviétique. Nous avons traversé beaucoup d'épreuves et survécu à de nombreuses crises. J'espère que le PAS l'emportera. Les gens de nos villages issus de la classe ouvrière gagnent déjà leur vie en Europe. Et puis en Russie, les salaires sont beaucoup moins élevés. D'après vous, si la Moldavie se rapproche de l'Europe, est-ce que ça améliorera la situation des agriculteurs? Pas du tout, ce sera même pire. Ah oui? Pourquoi? Parce qu'on ne pourra plus vendre nos produits au prix du marché. Nos tomates sont plus chères que les tomates européennes, et comme on ne pourra pas baisser les prix, elles resteront sur les étals. Vous croyez? C'est normal pour les acheteurs. Avant, on exportait beaucoup vers la Russie, mais c'est plus le cas aujourd'hui, et nos produits nous restent sur les bras. Même dans un petit endroit comme ce marché, l'opinion est divisée. La moitié des gens semblent soutenir le rapprochement avec l'Union européenne, tandis que l'autre moitié se montre beaucoup plus sceptique. Je pense qu'il est très important d'examiner les mesures que l'État moldave entend mettre en place dans le cadre des négociations d'adhésion à l'Union européenne. Parce qu'elles doivent profiter au maximum aux petits agriculteurs, qui seront sans doute les plus touchés par cette politique.
Chisinau a toujours été à la frontière entre différentes civilisations et différents empires. Et aujourd'hui, on a l'impression d'être à nouveau à un carrefour. Reste maintenant à décider à quoi ressemblera notre avenir. Pour nous, l'enjeu est énorme, car ces élections pourraient bien déterminer l'évolution de notre pays au cours des prochaines décennies. Alors soit on fait un bond en avant et on poursuit sur la voie de la croissance et de l'optimisme qu'on connaît ici à Chisinau, soit on joue de malchance et on perd ces élections. Et dans ce cas-là, on sera relégué pendant de nombreuses années bien en dessous de notre niveau de vie actuel. C'est une situation à la fois effrayante et fascinante. Si un parti pro-russe remporte les prochaines législatives, je crains qu'on ne puisse plus compter sur le soutien de l'Union européenne. Les Moldaves cesseront d'investir dans leur propre pays. Pour beaucoup, ce sera le signal qu'il faut quitter le pays et chercher un environnement plus stable, où fonder une famille et construire un avenir. Poate dai o leacă mai tare.